ça, et puis à Paris aussi. Donc, Clément, à toi. Merci Sylvain. Bonjour à tous, Clément Derken des pompiers de Paris. Alors effectivement, je vous remercie de m'avoir invité. C'est pas complètement une surprise que des militaires et des pompiers s'intéressent au traitement du coup de chaleur. Les militaires parce qu'il y a des cohortes inépuisables de militaires qui ont le bon goût de nous faire des coups de chaleur lorsqu'on les entraîne un peu. Et puis les pompiers interviennent de manière très fréquente en conditions de stress thermique majeur, avec des contraintes endogènes et exogènes qui sont absolues. J'aurais su qu'il y avait autant de femmes dans l'Assemblée, peut-être que j'aurais mis des photos de calendrier de pompiers, mais... alors, j'ai la chance d'être militaire, donc vous me pardonnerez de ne pas être un vrai universitaire. On va parler des choses basiques, des choses pour vous peut-être demain dans vos compétitions, si vous intervenez derrière la ligne d'arrivée, lorsque vos sportifs arriveront en hyperthermie. Juste pour bien se rappeler de ce que c'est qu'un coup de chaleur d'exercice, c'est un continuum qui va de l'épuisement hyperthermique, globalement, où le performeur s'arrête, souvent avec une température inférieure à 40 degrés, pas de séquelles pour lui, il boit un coup d'eau, il repart. L'accident hyperthermique va constituer les sportifs souvent encore avant 40 degrés, avec déjà une atteinte d'organes, parfois une insuffisance rénale aiguë, parfois une rhabdomyolyse. Et enfin, le coup de chaleur d'exercice, qui est une encéphalopathie. Une encéphalopathie souvent hyperthermique. Alors, en fait, elle l'est toujours, mais comme je vais vous en parler après, on s'en fiche complètement de la mesurer. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qu'on caractérisera de coup de chaleur d'exercice sans avoir jamais pu mesurer la température, parce que l'objectif et le but est de baisser la température et pas de prendre des statistiques sur ces patients-là. Donc il s'agit vraiment d'une encéphalopathie et c'est complètement différent d'autres personnes. Par exemple, ça n'a rien à voir avec les stress exogènes de nos personnes âgées qui sont mortes en 2003 lorsqu'on les a cuits. Comment se constitue un vrai bon coup de chaleur? Alors, il y a des facteurs exogènes, la température, l'hygrométrie, d'autres plus savants que moi en ont parlé. La tenue, le vent relatif. Normalement, demain, à la montée du Ventoux, si vous allez suffisamment vite avec un petit vent, vous n'aurez rien. Et à la descente, probablement, vous ne ferez pas coup de chaleur. Les cyclistes font assez peu de coups de chaleur. En revanche, la tenue des sportifs qui font du football américain, c'est également une cohorte importante de patients qui portent des protections qui augmentent la température de leur noyau central. L'intercurrence, le dopage, l'hérédité, la motivation, la privation de sommeil, c'est des choses très connues. J'insisterai particulièrement sur l'intercurrence. On sait vraiment qu'une petite virose, une petite gastro dans les jours d'avant augmente de manière majeure le risque de faire un coup de chaleur. Et pour les athlètes que vous pourriez être amenés à soutenir, c'est vraiment un motif d'alarme pour vous et qui va vous permettre d'avoir un argument fort pour négocier avec l'athlète, éventuellement l'arrêt de l'exercice, si jamais il se passe ceci. Il se passe ceci, en fait... voilà. Le diagnostic du coup de chaleur, il est assez simple, puisque c'est une encéphalopathie, et donc il y a l'ataxie qui arrive en premier avec l'irritabilité. Les militaires sont souvent agressifs lorsqu'ils font la marche-course commando, habillés en Trail Rangers, et ils courent par terrain chaud. Les sportifs sont parfois un peu moins agressifs, parfois le sont. En tout cas, l'ataxie est quand même vraiment très classique, et puis ce qui est très classique, c'est 200 mètres avant l'arrivée. Voilà. Ce qui permet de vous montrer également cette vidéo très connue. Alors là, il est même agressif, parce que voilà, hop, il s'éloigne. Voilà, il n'est pas très content. La clinique, vous la connaissez très bien. La forme typique, c'est visible depuis la ligne d'arrivée. L'encéphalopathie, c'est donc ce qui caractérise le coup de chaleur d'exercice. La confusion, la perte de connaissance, l'anosognosie. Ils convulsent assez peu et ils sont tous hyperthermiques, mais encore une fois, on s'en fiche, on n'a pas besoin de savoir qu'ils sont hyperthermiques pour commencer un traitement. L'hypotension artérielle, idem, elle est souvent présente, mais en fait, on ne la mesure pas. Et enfin, parfois ils sont en hypersudation, ou parfois ils sont en absence totale de sudation quand les capacités d'adaptation sont totalement dépassées. La gravité, elle est fonction de comment vous allez cuire le foie, puisque autant c'est l'encéphalopathie qui signe le coup de chaleur d'exercice, autant la CIVD, l'atteinte endothéliale, mais surtout l'insuffisance hépatique très sévère, va gréver le pronostic de ces patients, pour lesquels on parlera même de greffe pour les cas les plus graves. Alors, le traitement préventif, d'autres encore plus savants que moi viennent d'en parler. Je vous recommande ces recommandations sur lesquelles je me suis basé pour ce topo. Le certificat médical permet d'éliminer une partie de ces personnes-là. Voilà, je n'insisterai pas particulièrement dessus. Le traitement préventif, l'hydratation, on en a également parlé avec la difficulté de dire à ces gens comment s'hydrater pendant l'effort. Idéalement, il faudrait être isopoids, c'est complètement irréaliste. Évidemment supplémenter. Alors, ces photos un peu anecdotiques, outre qu'ils ressemblent à pas grand-chose, ce genre de football américain, il existe de plus en plus des dispositifs préventifs pour prévenir le coup de chaleur. Ce qui est très important, c'est qu'il en existe de différents types. Pour les militaires en opération, on commence à avoir ce genre de gilets refroidissants qui sont proposés également aux joueurs de football.
Et même s'il ne ressemble pas à grand-chose, ce genre de football américain, là où c'est vraiment important, c'est qu'on le refroidit sur un endroit où la surface capillaire est maximale, la paume des mains, le crâne, on sait que c'est des endroits où les échanges thermiques peuvent être importants. Autant la conduction n'est pas une voie normale d'élimination de la chaleur per exercice, autant lorsqu'on inverse le gradient de température, par exemple l'avalanché en est un excellent type, baigné dans sa glace, dans sa neige compacte, il va perdre rapidement de la température et on peut comme ça refroidir des gens par conduction alors que de manière naturelle il ne le ferait pas per exercice. On peut également faire de la convection par un gaz froid. Le liquide serait encore plus efficace, mais ça paraît assez peu réaliste. Alors, cette photo de joueurs branchés comme ça à de l'air froid, c'est assez intéressant. A priori, ça ne change pas la sensation thermique. Ça veut dire qu'une bonne question était de dire, mais si on refroidit ces joueurs, est-ce qu'ils ne vont pas aller plus facilement en épuisement hyperthermique, en coup de chaleur, parce qu'ils ressentiront moins le froid? Manifestement, ce n'est pas vraiment le cas. Les performances seraient pas trop altérées, sauf les caractéristiques d'explosivité si vous refroidissez des muscles dont on recherche l'explosivité. C'est pour ça qu'on refroidit chez eux le torse et probablement pas les cuisses. On sait que la conduction de l'influx nerveux est également ralentie par les muscles refroidis. Les traitements préventifs, je pense qu'effectivement on va les voir de plus en plus dans les compétitions internationales, de l'évaporation, de la convection, mouiller les gens qui y courent, leur faire boire des choses glacées. Alors, c'est assez anecdotique en fait, c'est pas très très efficace parce que ça ne peut pas être maintenu tout le long de l'exercice. Mouiller un peu les gens, pourquoi pas, et boire des boissons glacées, on sait que c'est peut-être efficace avant l'effort, que c'est probablement efficace après l'effort, avec parfois un prix à payer en termes d'inconfort digestif, et per effort, ça n'a jamais rien prouvé. On arrive au cœur du topo qui est le traitement du coup de chaleur d'exercice. Une conférence de consensus assez récente nous dit quoi faire. Elle nous dit que la seule chose qui compte, c'est d'agir très vite, à savoir de reconnaître vraiment rapidement ce coup de chaleur. On a vu que c'est assez simple, parce que des prodromes qui viennent assez rapidement. Ensuite, de l'évaluer vraiment rapidement pour surtout refroidir ce patient rapidement. Et enfin, de la médicalisation avancée, mais ce n'est vraiment pas le cœur du topo. Ici, on voit des choses assez intéressantes qui sont assez connues, qui ont qu'un patient, selon qu'on soumet à un courant d'air ou pas, perd plus ou moins de la température. C'est assez classique, mais on voit que la convection libre en air est quand même déjà 4 à 20 fois moins efficace que la convection libre en eau. Et puis alors quand on force la convection, alors en bain d'huile forcé, je ne sais pas qui fait ça, mais on serait encore plus efficace. Quelle température est nécessaire? En quel délai? Alors, on nous dit que ce qui est important, c'est de refroidir immédiatement ces personnes et que si on veut vraiment mesurer quelque chose, il faudrait mesurer en rectal à 15 cm. Bon, je pense que c'est gérable. Mais pas dans toutes les circonstances. Et clairement, vu ce que je vais vous proposer après, c'est des patients qui seront au-delà de 40 degrés, qu'il faudra arrêter de refroidir à 38,6 degrés parce qu'ils vont continuer à perdre de la chaleur une fois que vous les aurez baignés dans de l'eau glacée, et que globalement, ça vous prendra entre une demi-heure et 20 minutes. La mesure de la température, elle n'est donc pas nécessaire à porter le diagnostic, et surtout, en aucun cas, elle doit retarder le traitement de ces patients dont le foie est vraiment, littéralement, en train de cuire sur une poêle, et si on ne refroidit pas ces gens-là, ils s'aggravent de manière rapide. Alors, voilà quelque chose qu'on sait faire à l'hôpital et qui est proprement inefficace. Pas complètement, vous m'en conviendrez, mais la conduction froide sur les gros troncs, c'est assez peu efficace. La surface cutanée est peu propice aux échanges de chaleur. Quand on refroidit les gens en mettant des packs glacés sur les gros axes vasculaires, c'est quelque chose qui est très connu chez les secours. C'est probablement pas efficace. Probablement que si elle avait la tête dans un seau d'eau glacée, en respectant les varines si possible, ça serait beaucoup plus efficace. Et éventuellement, quelque chose qui est plus faisable déjà, c'est de tremper les mains dedans. Je ne dis pas que c'est complètement inefficace, mais probablement qu'on pourrait améliorer de manière assez rapide ce traitement-là. Quand on n'a pas le choix et que c'est un coup de chaleur improvisé, comme peut-être demain sur les pentes du Mont Ventoux, et que tout n'est pas prévu, décidément le Mont Ventoux, on peut faire des petites choses qui sont de la convection d'air froid, et ça on peut le faire assez facilement. Pourquoi on peut le faire assez facilement? Parce que ça requiert une logistique réduite. Chez les pompiers de Paris, on a un camion avec les arceaux en métal. Dedans, il y a une bassine et on aura suffisamment de magasins autour pour avoir de la glace. Là, c'est une photo que j'ai prise au Mali. Lors des premiers mandats de la France, on avait évidemment un frigo au fond qui ne donne pas de glaçons parce qu'il est trop chaud, mais on avait un ventilateur, et un ventilateur avec un sèche de l'eau, ça fait déjà de la convection d'air froid. Et enfin, c'est quelque chose que vous ne savez pas forcément,
mais sur tous les moyens élévateurs aériens, donc les échelles des pompiers, il y a ce qu'on appelle de la ventilation opérationnelle. Cette ventilation opérationnelle, elle ne sert pas du tout à refroidir les patients, elle sert à pousser les fumées, parce que dans les incendies, ce qui tue les patients, c'est pas de cuire, ils se jettent avant, ils se défenestrent avant, c'est l'intoxication aux fumées. Du coup, en bas des cages d'escalier, on met ça afin de forcer l'air et de permettre aux pompiers, quand ils s'extraient, d'avancer face à un flux d'air propre et de chasser les fumées toxiques. Et si demain, vous organisez le petit marathon de votre village et que vous n'avez pas forcément de quoi prévu de quoi refroidir vos patients, les pompiers du coin ont un ventilateur à très haut débit qui marchera avec un groupe hétérogène qu'ils auront également. Donc, de manière totalement improvisée, vous pouvez refroidir vos patients de manière assez efficace. De manière pas improvisée du tout, si vous faites un pèlerinage à la Mecque et que vous cuisez, ils ont des caissons comme ça, où on fait de la convection d'air froid de manière plus organisée. Évidemment, le caisson est lui-même en hypothermie. Voilà ce qui se passe quand on prévoit des coups de chaleur nombreux. La logistique, encore une fois, est très réduite. C'est des abreuvoirs pour vaches, c'est de l'eau, mais les pompiers, ils ont toujours de l'eau dans un camion, il y aura toujours des pompiers. Et enfin, les sacs de glace, vous pouvez les avoir assez facilement chez les poissonniers pour peu que vous anticipiez. Ça ne coûte pas grand-chose, mais si vous ne l'avez pas anticipé, c'est compliqué. Immerger quelqu'un en respectant ses voies aériennes, on ne voit pas, mais il a un masque de haute concentration parce qu'il a des troubles de conscience. Et là, ils réussissent à monitorer la température. C'est vraiment quelque chose qui est assez simple pour peu que ce soit anticipé. Quand ce n'est pas anticipé, c'est compliqué, mais de manière anticipée, c'est le plus efficace et c'est très simple. Et ça ne coûte pas grand-chose. Alors, il y a d'autres choses un peu plus exotiques. On peut être endovasculaire, efficace. On sait pour réchauffer les patients hypothermes, avalanchés, par exemple, on le connaît bien. On sait un petit peu moins, mais on peut également les refroidir en intravasculaire. Alors, c'est sans doute plus efficace rapidement que de les immerger dans un bain d'eau glacée. Les scores de gravité sont diminués plus rapidement, mais globalement, on est invasif. Il y a plus de complications de jour de... Et puis surtout, c'est trop tard. Si vous faites ça, ça veut dire que vous êtes à l'hôpital et ça veut dire que votre patient n'est pas refroidi avant l'hôpital. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes les techniques de management, de targeting de la température, elles profitent beaucoup des avancées de l'hypothermie pour l'arrêt cardiaque. On ne sait pas bien s'il faut refroidir ou pas nos patients en post-arrêt cardiaque. On sait que probablement il ne faut pas les refroidir en leur injectant des liquides froids, en tout cas pas trop. Et peut-être qu'il faut les refroidir en appliquant sur eux, en faisant de la conduction froide. Tous ces travaux permettent des avancées assez considérables, assez rapides pour la lutte contre l'hyperthermie. De redit la même chose, mais de manière un petit peu différente. Les packs de froid, c'est tout à gauche, c'est assez peu efficace, on perd pas grand-chose comme degré par minute. A l'inverse, si on trempe les gens dans de l'eau glacée, là c'est extrêmement efficace parce que, pour ceux qui sont un peu là, je vais vous le dire, on perd entre 0,3 et 0,4 degrés par minute. Voilà. Donc, comment il faut choisir ? C'est très simple. Pour l'urgentiste que je suis, c'est avec ce qu'on a. C'est-à-dire que, ou bien c'est pas du tout prévu, et à ce moment-là, une échelle de pompier, un ventilateur, de l'eau glacée, enfin des glaçons ou de l'eau, ça suffit largement. Ou bien c'est anticipé, et alors là, c'est pas très compliqué non plus d'avoir de l'eau, des glaçons et d'immerger les gens. Quand est-ce qu'il faut refroidir ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il est interdit d'évacuer un patient vers l'hôpital qui n'ait pas été refroidi, à moins qu'il ait une défaillance, par exemple, neurologique ou cardiovasculaire majeure, et qu'il ait vraiment besoin de soins hospitaliers. Mais transporter chaud, c'est s'assurer que le patient continue à cuire jusqu'à l'hôpital et être à peu près certain que l'hôpital, on n'ait pas forcément les moyens de refroidir efficacement ses patients. Sur les événements avec de grande ampleur, à l'hôpital, on est totalement dépourvu de moyens de refroidissement et les quelques moyens de refroidissement qu'on a, ils seraient éventuellement dédiés à quelques patients ciblés rares, parce qu'on aurait assez peu de moyens. Combien de temps ? On en a parlé, au moins 20 minutes. Est-ce que tous les types d'athlètes, on peut les refroidir ? Oui. Des études ont comparé les athlètes avec gros gabarits, petits gabarits, les grands, les petits, les maigres. On peut tous les refroidir en trempant dans l'eau glacée, même si la surface corporelle change, c'est efficace chez tous. Est-ce qu'on peut les tremper alors qu'ils sont habillés ? Oui. Les footballeurs américains, on les trempe avec leur protection dans des baignoires d'eau glacée, ça fonctionne très bien. Est-ce qu'après, une fois qu'on les a refroidis, on peut les renvoyer à la maison ? Alors j'ai trouvé que ce papier-là, dont je suis assez peu fan, mais en tout cas l'algorithme qui présente était intéressant. Il se basait tout en début sur le fait que le patient ait une atteinte neurologique, parce que je vous rappelle, c'est vraiment une encéphalopathie hyperthermique. Si le dextro était correct, si le patient avait un pouls, à ce moment-là, on mesurait juste son sodium. Si son sodium était correct et qu'il avait une hyperthermie, le diagnostic était affirmé et on trempait ce patient dans un bain d'eau glacée jusqu'à lui faire perdre 2 degrés, le passer de 40 à 38 environ. Et ceux qui récupéraient sans trouble neurologique derrière étaient renvoyés à la maison. Alors là où ce papier est problématique, c'est qu'il n'a pas étudié à distance, savoir si les patients qui rentraient à la maison ne mourraient pas tous. Mais probablement que non. Les traitements d'avantages médicaux, c'est des choses simples, basiques, à la portée de médecins généralistes, de médecins non urgentistes.
le traitement des convulsions, des benzodiazépines. Les recommandations de 2018 qui vont paraître bientôt sur le traitement de l'état de mal insistent sur le traitement précoce et peut-être que du midazolam en intramusculaire permet une voie d'abord facile, surtout en cas d'afflux saturant. Le traitement de l'hypotension, on remplit nos patients, si possible pas avec trop de sérum isotonique salé pour éviter l'acidose hyperchlorémique. Il faut essayer de varier un petit peu les solutés. La détresse neurologique, on le confie à l'urgentiste pour qu'il la prenne en charge. Et en tout cas, on ne passe pas de paracétamol à ces patients-là, parce qu'évidemment, ça ne traiterait absolument rien, au risque d'abîmer un foie déjà un peu cuit. Pour assister sur les quelques messages que je suis venu délivrer aujourd'hui, mais que je suis certain que vous connaissiez déjà, l'ataxie est un très bon moyen de dépister ces patients. On n'a pas besoin de mesurer leur température ou alors il faut que ça aille vraiment très vite. Et enfin, il faut être agressif dans le refroidissement de ces patients. J'ai mis du whisky parce que vous étiez cardiologue. C'est tout. Merci beaucoup.